Dans le contexte religieux, l'aura désigne une auréole ou un halo de lumière entourant l'ensemble du corps d'un saint, d'un personnage ou d'une divinité, symbolisant sa sainteté ou sa puissance. Certaines personnes prétendent les ressentir et même les percevoir visuellement. Les traditions religieuses apportent pourtant peu d'explications sur la nature de l'aura. Dans les domaines de l'occultisme et des nouvelles formes de spiritualité dites du Nouvel Âge, nombreuses sont les sources qui en parlent, mais il est difficile de faire le tri entre la réalité et ce qui relève du fantasme ou de la croyance. De leur côté, les scientifiques restent sceptiques quand ils n'en nient pas purement et simplement l'existence. Alors, mythe ou réalité? Mon invité, Marc Lessen, a mis au point un appareil qui lui permet de photographier l'aura. C'est ainsi qu'il a pu, depuis près de 30 ans, photographier, analyser et interpréter des milliers de rayonnements d'aura à travers le monde. Ses connaissances ainsi que son expérience font de lui un spécialiste de l'aura. C'est pourquoi il m'a semblé intéressant de le questionner sur cette thématique, encore aujourd'hui entourée, il faut bien le dire, d'un halo de mystère. Bonjour Marc Lessen. Bonjour. Alors, nous nous sommes rencontrés il y a 2 années. C'était au tout début de la crise du Covid. Tu étais venu faire une lecture d'aura. Et là, on s'est revus il y a quelques jours pour une deuxième lecture d'aura, donc sur ma personne. Et j'apprécie beaucoup ton approche, la lecture que tu peux faire de l'aura. Et voilà, comme tu le sais, donc je suis intéressé par tout ce qui a trait à la spiritualité et aux démarches de développement personnel, et l'aura y occupe une place quand même assez importante. Mais voilà, pour moi, l'aura, ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait, et d'autant plus que aujourd'hui, on dit un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet. Et voilà, donc j'avais dans l'idée de te proposer cette entrevue pour que tu puisses nous parler un peu plus spécifiquement de ce qu'est l'aura, à travers ton expérience, à travers aussi les lectures que tu fais. Voilà, donc je te laisse nous décrire à ta façon ce qu'est pour toi l'aura. Alors, l'aura, qu'est-ce que c'est? Tout est dit là-dedans, dans son contraire et tout. L'aura, le terme aura, ce sont les religieux qui appellent ça aura. C'est quelque chose qui est connu depuis très 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 longtemps. Il existe même encore aujourd'hui des dessins rupestres tout près de Varsovie où sont matérialisés autour de l'être humain des rayonnements colorés sous forme de stries. Cela veut dire que depuis la nuit des temps, on le savait mais on en a la preuve, que la perception de l'aura à l'œil humain est quelque chose de naturel. Les religieux ont appelé ça aura, et eux l'ont matérialisé autour de la tête des saints, ce qui symbolisait la lumière divine. Or, l'aura, c'est tout autour du corps, et ce n'est pas qu'autour du corps humain. Tout organisme vivant rayonne autour de lui des champs d'aura. Alors, on peut dire aura, mais un terme scientifique a été donné, c'est champ électromagnétique. Tout corps dégageant de la chaleur au-dessus de 0 Kelvin émane un champ électromagnétique. Électromagnétique, c'est une onde qui est composée de champs électriques et de champs magnétiques. Les deux fonctionnent sur des lignes perpendiculaires et vont en ligne droite vers une source de courant électrique. Voilà ce que c'est que le champ électromagnétique. L'être humain a cette capacité à absorber une partie des champs électromagnétiques qui viennent de l'univers, de la tellurie. On en rejette une partie qui s'étend autour de nous et on en garde une partie à l'intérieur. L'aura, c'est quelque chose de naturel que tout organisme vivant rayonne autour de lui. Il n'y a pas une différence entre un végétal,
un animal ou même un caillou, par exemple, et l'être humain? Ah, si, la différence est importante. Tout ce qui est vivant rayonne des champs électromagnétiques. L'être humain, les plantes, les animaux. Tout ce qui est minéral rayonne des champs d'énergie. Et tout ce qui est inerte, les cailloux, les dessins, les objets, les figures géométriques et tout, rayonnent des ondes de forme. Cela veut dire qu'un rayonnement aurique, de ce que j'ai pu observer, puisque bien sûr j'ai fait des clichés de toutes sortes de minéraux, de végétaux et tout, l'être humain a une faculté de rayonner plusieurs longueurs de champs électromagnétiques qui se traduisent par des couleurs. Les minéraux ont une variante de 2-3 couleurs maximum. Pourquoi? Parce que simplement, l'être humain, il a un cerveau. Il pense, il réfléchit, il analyse, il émet des fréquences, des ondes diverses. Le minéral n'a pas ce fonctionnement. Le végétal, c'est exactement pareil. Le végétal rayonne des champs électromagnétiques, mais n'a pas la gamme de couleurs qu'a l'être humain. Mais il y a un rayonnement qui est réel. D'accord. Et tu disais que donc des anciens avaient la capacité de voir les auras à l'œil nu, donc avec les yeux physiques. Est-ce que c'est la même aura qu'ils voyaient, et que certains prétendent voir aussi de nos jours, que ce que permet d'afficher ton appareil sur les photos? Non. Alors, il faut comprendre que l'aura, c'est une bulle électromagnétique dans laquelle nous sommes. Nous sommes totalement entourés de ces champs électromagnétiques. Cela veut dire que il y a des personnes, oui, qui à l'œil humain peuvent percevoir l'aura, comme le corps éthérique et la toute première aura qui est assez facile à percevoir à l'œil humain. Or, il faut surtout pas oublier que quand on perçoit l'aura des gens, d'une personne, on va percevoir l'aura à travers le spectre de notre propre aura. Cela veut dire qu'il va y avoir des interférences de couleurs qui vont se créer, des nuances. Cela veut dire que ce que l'œil restitue au niveau des couleurs n'est pas forcément la réalité de ce que rayonne la personne. D'où très très important quand on aborde un petit peu des thérapies en tenant compte du rayonnement aurique, ne pas appliquer de thérapie par rapport à ce que l'œil renvoie, parce que ce n'est pas une réalité. Souvent, les personnes pensant voir l'aura de quelqu'un, c'est la projection de leur propre aura. Et donc ton appareil a le mérite de ne pas avoir ce filtre. Mon appareil qui est utilisé avec un système de résonance et de la fréquence Tesla, lui, il restitue l'authenticité du champ d'aura. D'accord. Et donc on en a parlé avant l'entrevue, tu as commencé il y a beaucoup d'années. Ah oui, j'ai commencé en 89 et dans l'année 90, pour comprendre comment fonctionnaient les auras, j'ai parcouru la planète en faisant des centaines de photos. Je voulais voir comment était l'aura à la naissance. Eh bien, à la naissance, j'ai pu constater sur 2648 auras, sur tous les continents, nous venons immuablement tous avec la même structure d'aura. On trouve 3 couleurs, le violet, le bleu indigo et le blanc. Voilà les structures d'aura que nous avons au départ dans la vie, ce que moi j'ai considéré être notre identité vibratoire, puisqu'elle est unanimement égale chez tout le monde. D'accord. Et à partir de combien de mois ça change d'un individu à l'autre? C'est variable en fonction de l'espace sociétal dans lequel le bout de chou il va évoluer. Pourquoi? Parce que un gamin qui va venir au monde au fin de la brousse du Brésil n'aura pas le même espace sociétal que quelqu'un dans un pays, entre parenthèses, qu'on croit civilisé. Alors, ce que j'ai pu tirer comme enseignement, c'est que dès qu'on commence à formater l'enfant pour qu'il rentre dans le moule de la société dans laquelle il doit évoluer, à travers l'éducation, l'enseignement, le formatage qui en est issu, fait que nous développons des auras qui sont liées à un système rationnel nous permettant de vivre la société, et c'est indispensable, et ça vient se greffer à notre aura de base. Ce qui fait qu'on va fonctionner avec 2 plans. On parle d'aura, mais l'aura est composée de
corps d'aura ou de plan d'aura. Ce qu'on appelle brièvement l'éthérique, l'émotionnel, le mental, le causal, l'astral. La partie ésotérique, c'est la première aura qu'on a au départ, c'est celle qu'on a à la naissance. Ensuite, ce sont des auras artificielles qui vont nous permettre de vivre la société avec tout ce que ça implique de rationnel. Et les deux plans vont, on va dire, se côtoyer. Difficulté, c'est d'arriver à trouver l'équilibre, puisque par fonctionnement humain, le mental prend très souvent l'ascendant sur la partie spirituelle. C'est tout un cheminement après de vie qui va permettre de rétablir cet équilibre entre ces deux mécanismes auriques. D'accord. Et donc, on pourrait en conclure de ce que tu as dit par rapport à l'observation sur les bébés, qu'on est tous égaux. Or, il y a des théories selon lesquelles on hériterait quand même d'un bagage, qu'on viendrait au monde avec des mémoires, ce qui voudrait dire qu'elles ne s'actualisent pas tout de suite, ces mémoires, vu que l'aura est semblable chez tous. Alors, quand on vient au monde, il y a deux aspects. Il y a l'aspect ésotérique, spirituel, et il y a l'aspect rationnel. Quand on vient au monde, nous venons un exemple avec tous 100 milliards de neurones chez tous les êtres humains, quelle que soit la lignée d'où on vient. Ça va nous permettre de vivre la matière, la société. Je parle des neurones, je parle pas des neurones miroirs qui, eux, tout le monde n'en a pas. On en a tous plus ou moins, mais les neurones miroirs peuvent se développer ou ne pas se développer. Les neurones miroirs, c'est ce qui va permettre à l'humain de rentrer en empathie et de devenir sociable. Voilà. Mais au départ, les neurones, nous en avons 100 milliards, tout le monde est identique. Et on retrouve ce mécanisme identique en termes de rayonnement d'aura. Les mémoires, on hérite des mémoires de la lignée d'où on vient à travers l'ADN, mais comme le mental n'est pas encore actif, les mémoires sont un petit peu en sommeil et c'est plus tard, soit d'une façon naturelle, soit par des accidents de la vie, des émotions, des épreuves ou un travail sur soi, on va réactiver ces mémoires qui vont prendre une importance énorme dans notre vie parce qu'elles vont souvent conditionner le caractère, la personnalité, les choix de vie. On va parfois reproduire et répéter des schémas qu'on a déjà vécus dans la lignée. Très bien. Je me souviens plus si tu l'as dit. L'aura à la naissance, elle est de quelle couleur? Alors l'aura à la naissance, on trouve 3 couleurs, le violet, le bleu indigo et le blanc, je l'avais dit. D'accord. Et donc après, avec les événements de la vie, la réactualisation de ces mémoires, aussi les formatages socioculturels de l'éducation, cette aura, ces couleurs naturelles vont se mélanger avec d'autres couleurs. Et à partir de là, chacun va avoir une aura, on va dire, singulière, qui lui est propre. Et toi, donc avec ton appareil qui permet de voir ces couleurs, comment est-ce que tu as pu les interpréter? Est-ce que tu t'es fait toi-même une grille de lecture? Est-ce que tu t'es inspiré des travaux d'autres auteurs dans le domaine? Alors, la base, c'est la théorie des couleurs que nous a laissé Goethe. En rajoutant, avec le travail de Goethe, le travail qu'avait fait précédemment Newton sur la lumière. On doit à Newton un travail, une connaissance sur la lumière, et notamment la lumière blanche. Il a démontré par un spectre que la lumière blanche est la somme de toutes les couleurs. Goethe a continué ce travail et lui a élaboré la théorie des couleurs. Eugène Chevreul, prix Nobel, lui, il a réalisé un cercle chromatique en répertoriant les longueurs et les fréquences de chaque couleur. Travail continué après par des gens comme Lippmann, comme Nikola Tesla, Tesla, en 1891, a créé un appareil et il a démontré la réalité de ces champs électromagnétiques. Ça s'est imprégné dans un support en cuivre à l'époque. Il a voulu démontrer à la science que c'était une réalité. Ce que Mesmer avait déjà tenté de démontrer, un médecin, en 1766, où lui, il a démontré l'influence des rayonnements de l'univers sur les rayonnements humains.
Mesmer a été un petit peu malmené par ses pairs et puis par le pouvoir religieux de l'époque qui ont vu d'un mauvais œil qu'une force autre qu'une croyance pouvait influer sur les comportements humains. Et pourtant, c'était une réalité. Et aujourd'hui, malgré les contestations qu'on entend à gauche à droite sur la réalité de ces champs d'aura, ces champs électromagnétiques, qui contesterait l'influence, ne serait-ce que de la Lune ou du Soleil, pour la vie sur Terre? Sans le rayonnement lunaire, il n'y a pas de vie sur Terre. Sans le rayonnement électromagnétique du Soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. Mais à une époque, c'était bon ton de contester. Voilà. Ça perdure encore un petit peu aujourd'hui, moins parce qu'on a des capacités à pouvoir prouver les choses. Ces couleurs, donc en prenant ce qu'avaient fait ces grands noms de la science, souvent des prix Nobel, ils ont élaboré un mécanisme d'interprétation des couleurs, mais par leur fréquence et leur longueur d'onde. Ensuite, l'œil humain, lui, transforme ces fréquences sous un aspect coloré. Le travail que j'ai pu faire depuis plus de 20 ans maintenant m'a permis d'élaborer une cartographie des couleurs en fonction de ce que l'on vit dans l'instant présent. Et ça m'a permis d'élaborer une carte dans laquelle on voit des couleurs liées à l'instant présent, au passé, et des projections pour demain qui ne sont pas ni de voyance, ni de choses comme ça, mais simplement parce que la personne, par sa projection mentale, a projeté, sous forme de souhait ou de désir, ce qu'elle souhaiterait vivre. Et comme toute pensée est une onde, l'onde s'inscrit dans ces champs électromagnétiques. Très bien. Et ce qui vient immédiatement à l'esprit par rapport à ces couleurs, c'est leur plasticité, si je puis dire. Est-ce qu'elles fluctuent rapidement en fonction justement des états émotionnels, des pensées de la personne, ou est-ce que c'est stable dans le temps? Comment ça bouge en fait? Alors, l'aura ne change, contrairement à l'idée répandue, ne change absolument pas d'une seconde sur l'autre, ni d'un jour sur l'autre. C'est une fausse légende. L'aura est composée, je disais, de corps, éthérique, émotionnel, mental, causal, tout. L'aura, elle va évoluer en fonction de notre cheminement intérieur et en fonction de ce qu'on va vivre dans la société. Le seul plan d'aura qui bouge beaucoup plus vite que les autres, c'est le système émotionnel, parce qu'il est conditionné par les émotions. Et pourquoi il bouge vite? Parce que le plan émotionnel, l'aura émotionnelle a deux fréquences. Elle a une fréquence haute, ce sont les émotions positives que l'on va vivre. Exemple de manifestation de la fréquence haute, on reçoit une bonne nouvelle, on est content, on crie, on saute en l'air et tout, c'est la fréquence haute de l'émotionnel. Celle-là, elle va avoir un impact dans le plan d'aura, mais très léger, très rapide. On va avoir une forme de couleur émotionnelle, mais qui est furtive. Et puis nous avons une fréquence basse. La fréquence basse, c'est les émotions que l'on vit à l'intérieur, suite à des mauvaises nouvelles. Un décès, un accident, on se replie un petit peu sur soi et on va vivre l'émotion à l'intérieur. Ça ne modifiera pas la structure d'aura. Ça va toucher le système émotionnel. Par contre, l'accumulation d'émotionnel avec la fréquence basse va avoir un impact sur la morale, la santé, les autres plans d'aura. Ça veut dire que l'aura ne change pas, elle évolue et elle va fluctuer en fonction de l'accumulation d'émotionnel. Seul le plan émotionnel fluctue plus rapidement que les autres dans un premier temps. Les autres auras seront touchées par l'accumulation d'émotionnel. Très bien. Donc j'ai entendu que tu avais dit que l'aura reflétait en quelque sorte le cheminement intérieur de la personne. Est-ce que tu as pu constater chez certains êtres qu'il y avait une sorte d'aboutissement de ce cheminement? Et si tel est le cas, quelle est la couleur de l'aura? Par exemple, pour quelqu'un qu'on pourrait considérer, dans le vocabulaire qu'on peut utiliser à cet effet, un être spirituellement réalisé, un grand yogi,
ou ce qu'ils appellent aussi un avatar, un libéré vivant. Est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de voir l'aura de telles personnes? Alors j'ai fait cette expérience, bien sûr, de grands maîtres yogis, de très très grands initiés. On retrouve le même profil de couleur qu'on a à la naissance, violet, bleu indigo et blanc. Mais ce sont des gens qui sont dans un détachement total de tout ce qui est lié à la matière. Le matériel, la vie en société, ils ne sont plus touchés par ces mécanismes-là, ils ne vivent que dans leur milieu spirituel, tout en ayant été eux-mêmes. Mais la partie humaine, ils l'occultent, ils l'ignorent. Donc ils ne vivent que leur spiritualité. Exemple, un grand maître yogi près de Rotterdam, où j'ai fait sa photo, il était à la limite de la lévitation. Les mains touchaient à peine les capteurs que j'utilise pour mesurer les champs électromagnétiques. C'est quelqu'un qui était toujours humain, mais qui vivait en ermite et ne se nourrissait pratiquement plus, buvait peut-être un petit peu d'eau, était dans un monde, et on va dire spirituel, où très peu de gens ont accès. Ce dont tu nous fais part là évoque pour moi cette idée que l'être réalisé a vaincu le monde quelque part. Il est sorti de la caverne, il est dans la réalité spirituelle, et ça évoque aussi cette idée qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, qu'il faut redevenir comme un petit enfant. Et ça se traduirait par cette aura qui, au bout du cheminement, ou après avoir obtenu un certain stade d'évolution ou d'éveil, redevient celle qu'on avait quand on était un tout petit enfant, du coup. Est-ce que c'est en rapport à ces messages que nous transmettent les maîtres? Alors, moi, je mettrais un bémol par rapport à ça, puisque je considère qu'on vient au monde avec une dimension spirituelle, elle est ce qu'elle est, mais avant toute chose, nous sommes humains, faits de matière, d'eau, de chair, d'atomes et tout, et on a besoin, pour aller vers l'accomplissement de notre dimension humaine, de vivre les deux plans, le rationnel et le spirituel. Donc on va évoluer pour arriver à trouver l'harmonie et l'équilibre à travers ces deux plans. Et moi, l'aboutissement, l'accomplissement, c'est quand on est totalement en équilibre, en harmonie entre l'être intérieur et ce que l'on rayonne extérieurement. Là, c'est l'accomplissement. C'est ce que j'appelle, moi, l'alchimie. Quand on est exactement sur les mêmes fréquences entre ce que l'on rayonne extérieurement et ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Et ça nous permet de vivre notre spiritualité comme on la veut, tout en vivant notre dimension d'humaine. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, un être humain puisse atteindre le niveau d'élévation et de perfection pour n'être que lumière ou esprit spirituel. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, du coup, l'aura de quelqu'un qui est parfaitement en équilibre, donc qui incarne sa spiritualité tout en étant actif et en contribuant dans le monde, est-ce qu'elle garde une singularité ou est-ce qu'elle est la même pour tous les êtres en équilibre? Non, elle garde sa singularité parce que tout le monde a une personnalité, a des émotions, une sensibilité et nous n'avons pas tous la même. Ça va dépendre de la sensibilité de l'être humain. Un exemple, je vais lire un livre qui va me passionner, vous le lirez, il va pas vous plaire. Ça sera pareil pour un film et dans le contraire. On va voir des bases qui vont se ressembler, s'approcher, même des fois très près, ce qu'on peut appeler en langage ésotérique des âmes sœurs, des âmes jumelles, mais il y aura toujours une infime différence qui seront liées à notre aspect humain avec la raison, le mental, la personnalité, la sensibilité. Très bien. On a parlé du cas des grands initiés, des yogis, des êtres spirituellement éveillés. On a parlé des êtres qui sont aussi dans cet équilibre parfait entre la matière et la spiritualité. Et on va prendre le contre-exemple. Alors, est-ce que tu as déjà pu photographier l'aura de ceux qu'on appelle aujourd'hui des sociopathes ou des psychopathes qui auraient une maladie mentale et qu'on retrouverait un peu partout dans la société à tous les échelons du système? Oui, dans mon parcours de vie, j'ai eu la chance de pouvoir faire des photos à l'étranger et en France de gens qui dirigeaient des pays, des gouvernements,
des gens de toutes sortes. Bien sûr que j'ai vu ce type de personnes. On ne trouve pratiquement qu'une couleur chez un sociopathe. C'est une couleur qui est très foncée, qui est pratiquement uniforme, l'aura est très très petite, et à côté de cette couleur, qui est un rouge couleur vinaigre très très foncé, on a une espèce de vert jaune qui montre souvent un ego hypertrophié. D'accord. C'est ce genre de personnage. Et c'est à tous les niveaux de la société. J'ai vu ça chez des gens qui dirigeaient des pays, j'ai vu ça chez des gens qui croyaient détenir la vérité, et puis j'ai vu ça chez d'autres personnes. Oui, on le voit. On peut faire la différence. De la même façon que je profite d'ajouter, j'ai pu faire une bonne vingtaine de photos d'autistes légers. Eh bien, les autistes ont une aura qui est dans une autre dimension. Ils sont pratiquement au même stade que ce que nous sommes au départ dans la vie, et très proche du rayonnement minéral. Voilà. Ils sont dans une dimension auquel nous, humains, mais entre guillemets normaux, même si j'aime pas cette comparaison, rayonnants. Voilà. Eux, ils sont dans une autre dimension. Et c'est une dimension dans laquelle ils sont bien, parce qu'ils vivent leur monde. Et c'est vrai que toute action rationnelle, essayant un peu de les ramener dans la réalité, ça peut être une souffrance pour eux. D'où parfois des réactions d'agressivité. Très bien. Et donc on a parlé de ces personnes qui ont un ego surdimensionné, qu'on peut appeler les sociopathes, etc. Oui, pervers, narcissiques, toutes ces choses-là, bien sûr. Psychopathes. Et pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un appareil tel que le tien sous la main pour voir à qui ils ont affaire, ou qui ne voient pas les auras directement à l'œil nu, est-ce qu'il y a quand même possibilité de ressentir ce champ électromagnétique pour savoir si voilà, on peut aller vers cette personne, ou plutôt il faudrait s'en éloigner? Alors, on peut essayer de percevoir les auras à l'œil même, mais avec toutes les réserves dont je parlais tout à l'heure. Par contre, il y a une fiabilité qui est assez importante, le ressenti des auras par une sorte de palpation avec les mains. Quand on s'approche du corps humain, on va ressentir un champ d'énergie, et en épousant la forme de ce champ d'énergie, du corps éthérique, on peut observer des zones chaudes, des zones froides. Toute zone froide est une fuite d'énergie vibratoire. Cela peut indiquer un problème physique ou psychique. On va pouvoir ressentir les auras à travers la palpation du corps éthérique. C'est une des méthodes qui est assez fiable. Et le sentiment d'antipathie ou de sympathie à l'inverse qu'on peut ressentir, est-ce que ça vient aussi de ces auras qui se mêlent? Ça vient des auras dans le sens où, en fonction du développement des neurones miroirs dont je parlais, il y a des gens qui sont plus ou moins empathiques. Les neurones miroirs vont émettre une fréquence, et quand les auras se mélangent, puisqu'une aura ça peut faire plusieurs mètres, ça va à des dizaines de mètres, quand une aura se mélange, il y a des échanges qui ont lieu. C'est comme ça qu'il y a des compatibilités, des incompatibilités. Et bien sûr, si la personne n'est pas sur la même fréquence, on a un instinct de survie qui nous envoie l'information de prendre de la distance et du recul avec. Ce qui ne veut pas dire que la personne est négative, c'est qu'elle n'est pas sur le même plan vibratoire. Les fréquences sont différentes. Donc quand on dit qu'on est sur la même longueur d'onde qu'une certaine personne qu'on côtoie, cette expression ne vient pas de nulle part. Non, c'est bien fondé. Alors la question qui me vient, Marc, maintenant, c'est par rapport à la structure de l'aura. Qu'est-ce qui peut véritablement la modifier, la bouleverser? Un traumatisme, une maladie, par exemple, ce genre de choses? Alors, l'aura peut être perforée, déstructurée, abîmée par plusieurs vecteurs. Le plus fréquent, c'est ce que l'on appelle les champs électromagnétiques pulsés. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont un effet négatif. Je donne des exemples, les lignes haute tension, les téléphones portables,
les micro-ondes, tous ces objets, les ordinateurs portables, ont un impact très négatif et perforent les champs d'aura, avec toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite pour l'être humain. Donc là, oui, on peut observer ce genre de problématiques. Ensuite, il y a ce que l'on va développer sous forme de problèmes intérieurs, qu'ils soient d'ordre physique, somatique ou psychologique. Ça peut perturber et perforer le plan d'aura. Là, ça va venir de l'intérieur vers l'extérieur, alors que les champs électromagnétiques pulsés, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. Oui, on peut voir et observer de nombreuses fois des problèmes au niveau de l'aura, avec des causes assez diverses. Et les personnes qui suivent des traitements médicaux lourds, par exemple? Alors, j'ai observé que des gens qui sont, par exemple, en chimiothérapie, ont toutes le même profil d'aura. D'aura avec énormément de luminosité, mais uniquement un endroit en périphérie de la photo. Ce qui est intéressant là-dedans, ça veut dire que l'utilisation du mécanisme de traitement a vraiment un effet sur les champs électromagnétiques. Après, l'impact, il est positif ou négatif, je ne sais pas. Mais ça agit. De la même façon que j'ai pu artificiellement, pour l'expérience, modifier des champs d'aura. Un exemple, en prenant des doses importantes de fleurs de bac, comme le rescue. Très vite, au bout de quelques minutes, le rescue agissant sur le plexus solaire, en faisant une aura derrière, il faut une lecture d'aura, l'aura, elle est toute blanche, immaculée. C'est pas que la personne est devenue un saint en 3 minutes, c'est l'effet du rescue. Cela veut dire aussi que, comme un traitement, ce genre d'outil a un effet thérapeutique immédiat. Ouais, j'ai pas beaucoup de difficultés à comprendre que prendre une substance, un traitement va pouvoir influencer le rayonnement de l'aura. Et à l'inverse, par contre, si je veux agir sur mon intériorité, directement en agissant sur l'aura, est-ce que c'est possible? Alors c'est possible, et là, on va utiliser un relais que nous avons à l'intérieur du corps, qu'on appelle les chakras, ou centres d'énergie, puisqu'en activant ces chakras, ça va permettre de réactivité ou de redonner du volume à l'aura qui est en difficulté ou en perdition. Pour travailler sur les auras à l'extérieur, il faut travailler à l'intérieur du corps. On ne peut pas faire l'inverse. On ne peut pas aller rééquilibrer une aura en passant par l'extérieur. Il faut d'abord rééquilibrer le centre d'énergie qui est en dysfonctionnement pour que l'aura qui lui corresponde se remette en place. Exemple, si quelqu'un a des problématiques au niveau du plexus solaire suite à l'accumulation d'émotionnels, le champ émotionnel, l'aura émotionnelle sera déstructurée. Donc il faut travailler à la source, à l'origine. Donc on va rééquilibrer le chakra, le plexus solaire, et l'aura du corps émotionnel va reprendre son positionnement normal. D'accord, très bien. Donc cette idée qu'on entend maintenant, ça devient un peu, peut-être même un business, où on prétend qu'on peut harmoniser, en harmonisant l'aura, nettoyer même l'aura, voilà, laver l'aura. Non, ça n'a pas de fondement. Je n'adhère pas. D'accord, très bien. Je n'adhère pas. Donc maintenant, entre les deux lectures d'aura que tu as faites pour moi, il s'est écoulé une crise sanitaire qu'on connaît bien, la crise du Covid. Toi, tu as continué en respectant les mesures sanitaires de faire les lectures d'aura. Est-ce que tu as constaté durant ces 2 années des changements dans le champ aurique des gens, vu tout ce qu'on a traversé en termes d'épreuves, parce que c'était pas simple? Est-ce que tu as constaté des choses flagrantes qui méritent d'être signalées? Oui. Alors, de tout l'enseignement que j'ai pu tirer pendant ces 2 années Covid, surtout dans les derniers 6 mois, j'ai observé, mais je me suis fait une grille, un classement, un pourcentage, 30% des consciences humaines ont évolué. Les auras ont évolué dans le bon sens, dans un sens d'élévation spirituelle, mais aussi
de rééquilibrage de tout ce qui était lié au plan mental. 30%. Par contre, 50 à 60% des personnes que j'ai eues aussi reflètent une déstabilisation énorme au niveau psychologique. Moi, je constate des auras où dedans, on a des gens qui sont des personnes qui sont dans des états dépressifs, une agressivité, une irritabilité, un mal-être, mais flagrant. Cela veut dire qu'il y a au moins 50% de la population qui a très mal vécu ce passage de 2 années de Covid. Ça a laissé des traces et un impact énorme dans la psyché humaine. Tout âge confondu. Tout âge confondu. Donc il va falloir, je pense, un gros travail derrière pour ramener les gens dans une réalité qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Oui, on le voit, beaucoup en parlent des dégâts chez les jeunes dans le développement de la personnalité. On constate de l'agressivité. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça a développé un réflexe de repli sur soi. Donc, pas d'égoïsme, mais d'individualité. Les gens se sont repliés sur eux-mêmes comme pour se protéger par rapport à ce qu'on vient de passer. Ça, c'est inquiétant. Il faut que une société qui se referme sur elle-même, c'est pas bon du tout. Il faut qu'elle arrive à se réouvrir quelque part. Ouais, le point positif, c'est le travail, c'est le travail des thérapeutes, des psys, de tous ces gens-là. Tout à fait, ouais. Ils auront beaucoup à faire. Moi, ce que je constate, je le mets en avant, je donne l'information de ce que je constate à la personne. Par contre, libre à elle de s'occuper d'elle, de consulter ou pas consulter. Mais les désordres sont importants. Et donc, dans les 2 lectures que tu m'as faites, à 2 années d'intervalle environ, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il y a une couleur qui ressortait dans mon aura et tu m'as dit ça c'est de la médiumnité. Et je te l'ai dit, hein, je t'ai pas cru parce que pour moi la médiumnité c'est parler avec les défunts, c'est entrer en contact au travers de ce qu'on appelle aujourd'hui le channeling avec des entités, des guides, des maîtres ascensionnés, des archanges, etc. Ce qu'on appelle aussi des galactiques, hein, c'est un terme très à la mode. Donc ça m'a presque aussi fait un petit peu peur parce que moi je suis très méfiant par rapport à ça. Et tu m'as rassuré et tu m'as dit la médiumnité c'est pas du tout ça. Et j'ai été surpris en bien de la réponse que tu as pu me donner. Et je trouve qu'elle est intéressante. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Alors la médiumnité, je parle toujours moi de médiumnité primaire. Ça n'a rien à voir avec la voyance, avec toutes ces choses-là, ainsi qu'avec le contact de l'autre côté. La médiumnité, c'est un ressenti qui ne dure qu'une fraction de seconde que l'on a, qui est très proche de notre instinct de survie. On a un instinct de survie naturel, et bien cet instinct de survie, il va nous envoyer des informations, mais tout ça en des fractions de secondes, qui vont nous permettre de capter, de ressentir, et d'éviter même parfois des problématiques. Cette médiumnité, c'est ça. Le contact avec l'autre côté, ce n'est pas du tout le même canal utilisé. C'est ce qu'on appelle la transcommunication. Cela, ce n'est pas de la... Il y a dans l'histoire ce qu'on appelait des médiums comme Edgar Cayce, des gens comme ça, qui avaient des capacités à réceptionner des informations venant d'autres dimensions. Et chez ces profils de personnes, on trouve immuablement des gens qui ont un QI très élevé, avec une hyper sensibilité. Ça leur donne des potentiels d'accès à une multitude d'informations qui se regroupent en une seule fraction de seconde. Donc en une fraction de seconde, ils peuvent vivre des tas de situations, analyser des tas de situations, des tas d'événements, et ça leur donne cette perception prémonitoire. C'est ça, cette médiumité. Donc elle n'a rien à voir, si j'ai bien compris, avec tout ce qui est channeling. Avec tout ce qui est voyance, le channeling, ces choses-là et tout. En parlant du channeling, de ce qu'on appelle aussi la guidance, je préfère préciser quand même quelque chose, c'est que bon nombre de personnes croient entendre
des guides qui leur donnent des tas de messages, être canal, recevoir des informations, des messages. Il y en a certains, oui, mais la grande majorité, ce sont des projections mentales et leur ego fait le reste. Il ne faut pas oublier que le mental nous envoie tout un tas de faux messages. Et ces faux messages peuvent être pris par certaines personnes pour un contact avec un guide ou autre chose. Ce sont des faux messages. La véritable guidance, la vraie, elle est 24 heures sur 24, elle est intégrée dans notre mode de fonctionnement. On fait les choses d'une façon naturelle, mais spontanée et naturellement. Et en tout cas, on peut pas dire ça vient d'un archange, de telle ou telle entité. Non. D'accord. D'où l'importance de la vigilance et du discernement aussi. Oui, oui. Dans ce milieu. Cela ne veut pas dire que s'il existe dans cette grande bibliothèque de l'univers là-haut des sources et des présences, qu'elles soient divines ou autres, ils peuvent venir se manifester à nous, mais c'est à leur bon vouloir. C'est pas nous qu'on va le provoquer. C'est spontané, naturel, parfois accidentel, parfois souhaité, mais c'est pas parce qu'on le souhaite que ça va fonctionner. Est-ce que ça a à voir, je vais peut-être dire une bêtise, mais ce ressenti qui vient dans l'instant, qu'on ne commande pas mentalement, est-ce que ça a à voir avec l'intuition ou simplement le bon sens? Oui, c'est avec l'intuition. C'est l'intuition. L'intuition fonctionne sur la même fréquence. Je vais peut-être donner un exemple aussi plus rationnel. Vous circulez en voiture, puis vous évitez de justesse un accident. Pendant une fraction de seconde, vous allez faire exactement les gestes qu'il faut faire pour éviter. Le mental n'a pas le temps de réagir. Vous avez fonctionné que l'intuition ou l'instinct de survie. C'est que dès que le mental commence à analyser la situation à laquelle vous avez échappé, que là, on analyse, on réfléchit, et c'est là où on a les symptômes de la peur. On tremble, on a peur, on n'est pas bien, parce que là, on est dans le mental. Mais au départ, non, il n'a pas le temps de réagir, le mental. Alors, là, on a parlé de beaucoup de choses qui pourraient faire crier au scandale certains scientifiques parmi les plus matérialistes. On a parlé de guidance, on a parlé même de parler d'intuition. Hein. Pour les gens les plus rationalistes, ça n'existe même pas. On a parlé d'aura, évidemment. Qu'est-ce que tu répondrais à un matérialiste scientifique qui vient vers toi et qui te dit non, tout ça, ça n'existe pas. C'est des vues de l'esprit. Oui, je lui dirais qu'il peut douter, c'est normal, parce qu'il détient la vérité. Donc il doute, c'est normal. Mais est-ce que sa vérité est vraiment la vérité? Il peut douter de gens comme moi, comme d'autres. J'ai bien rappelé tout à l'heure que toutes ces connaissances, elles ont été transmises par des grands noms de la science. Newton, Goethe, Chevreul, Lippmann, Mesmer, médecin, Nikola Tesla, tous des prix Nobel de physique ou de chimie, Kirlian, des grands. Que quelqu'un doute d'un personnage lambda comme moi ou d'autres, pourquoi pas? Mais qu'on arrive à ce niveau-là de douter de ces gens-là, de ces grands, avec les prix Nobel, voilà. Il faut un petit peu ramener les choses à là. Oui, on peut douter, mais le doute, je dis à cette personne, ça lui appartient. Il ne détient pas la vérité, comme moi je la détiens pas. Chacun a sa vérité. Par contre, il faut respecter la vérité des autres. C'est pas parce que moi je ne vais pas croire à ce qu'il dit que je vais dire que c'est un menteur, un affabulateur. Il a sa vérité, j'ai la mienne. Le danger, c'est quand on commence à vouloir imposer sa vérité aux autres. Là, on bascule dans quelque chose qui n'est pas très sain. Eh bien, écoute, Marc, moi, je suis à court de questions. Là, il y a plus rien qui me vient. Est-ce que toi, tu aurais encore envie de préciser quelque chose par rapport à ta démarche, par rapport à l'aura, ou par rapport, de manière plus générale, à la quête spirituelle, au devenir de l'humanité, peu importe. Libre à toi de conclure. Oui, je pourrais rajouter que quand on regarde l'évolution des mondes, si on regarde notre monde à nous, l'évolution est facilement compréhensible. D'un état de matière au départ, il y a 4 milliards 3,
masse de roches en fusion dans l'univers où il n'y avait pas d'atmosphère, rien du tout. Le premier monde qui est apparu est le monde minéral. Par la pression des gaz qui ont formé les roches suite à la création de l'atmosphère, qui s'est créée par un mécanisme de refroidissement, par les astéroïdes, météorites qui tombaient, qui fusionnaient, la glace s'évaporant, il y a eu un cycle, l'eau a commencé à se poser à la surface, ça a refroidi la croûte, les gaz sont restés compressés à l'intérieur, et ça a commencé à créer le monde minéral. De ce monde minéral est issu un règne végétal, avec l'atmosphère, l'eau, les mousses, les lichens ont commencé à se mettre en place, ensuite les végétaux. Et de ce monde végétal est apparu un règne animal. Au départ les bactéries, et ensuite les mammifères, et puis les amphibiens, puis après les mammifères et tout. Et de ce monde animal, l'humain est issu. C'est pour ça que nous sommes tous en lien avec les mondes par lesquels nous sommes passés, comme nous sommes totalement sous influence et en lien avec l'origine d'où nous venons, c'est-à-dire l'univers, et ainsi que l'élément terrestre, la tellurie. L'humain est un émetteur, un récepteur, qui capte ce qui vient du haut, ce qui vient du bas. Et nous sommes tous en lien, monde humain, végétal, animal, minéral. Il y a un lien qui ne s'est jamais rompu. C'est pour cela que les minéraux vont avoir une influence chez l'être humain, parce qu'ils ont conservé la mémoire à travers les atomes de leur potentialité. Et comme le corps humain est composé de sels minéraux, la connexion se fait d'atome à atome, comme avec les végétaux. Il y a une résonance. Oui, une résonance est indéniable. Et donc ça veut dire qu'on est tous connectés les uns aux autres et on peut tous s'entraider dans cette évolution. C'est ça le message? Alors, nous sommes tous connectés. On pourrait tous s'entraider. Mais la limite, c'est le mental lui-même. Avec les déviances de possessivité, de pouvoir, voilà. C'est ce qui après va freiner l'évolution de l'être humain. C'est ce que je disais, c'est que avant que l'humain atteigne le seuil de la perfection, il faudra énormément travailler sur notre ego et notre soif de pouvoir et de domination de l'autre. Et ça m'apparaît comme une nécessité. On attribue cette parole quasiment prophétique à André Malraux, mais apparemment c'est pas lui qui l'a cité. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Si on continue pas cette évolution, eh bien on voit peut-être aussi une certaine tendance actuelle qui prend le chemin inverse et ça peut avoir des conséquences fatales pour l'humanité. Totalement, je suis très inquiet moi de voir l'évolution des sociétés où on va plus. Enfin, elle est divisée. Il y a une partie de la société qui tend à aller vers le noir, le mal, l'individualisme, le profit, le pouvoir, et une autre partie de ceux qui tend à aller vers le bien-être, la lumière, le bonheur à vivre, la nature et tout. C'est une lutte qui est engagée. Qui gagnera, je ne le sais pas. Mais la lutte, en tout cas, elle est là. Ok. Très bien. En tout cas, faisons ce qui nous paraît être le plus juste en notre âme et conscience pour cheminer d'une manière harmonieuse. Et puis voilà, le reste nous appartient pas. Enfin, c'est plus grand que nous. Voilà. Très bien. Merci de m'avoir reçu. Merci Marc. Merci beaucoup de nous avoir livré le fruit de ta longue expérience, de tes connaissances aussi. Merci beaucoup.